Bonjour et bienvenue, je m'appelle Faisal Hafidi, je suis fondateur et CEO de Learning Coach. Dans cette vidéo, je vais vous parler du homeschooling. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un bon choix? Et je vais surtout vous parler de notre expérience au sein de Learning Coach avec le homeschooling. On va découvrir tout cela tout de suite. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est le homeschooling ou l'école à la maison? Alors le homeschooling, c'est tout simplement le fait de scolariser ses enfants chez soi, à la maison ou dans un cadre qui est hors l'école, dans un cadre plutôt maison. Que ce soit chez soi, que ce soit dans un peut-être un établissement qui regroupe un tout petit nombre d'élèves et qui étudient surtout à leur rythme. Scolariser les enfants chez soi, ça ne veut pas dire qu'ils ont un programme libre ou ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un programme à suivre. On les inscrit souvent à un organisme qui va leur fournir et qui va vous fournir à vous aussi en tant que parent, en tant que coach, neurocoach ou coach scolaire, un curriculum, donc un programme à suivre avec des évaluations régulières qui permettent donc à l'élève de passer différents contrôles et de s'assurer qu'il y a eu une transmission de connaissances et ensuite qu'il puisse passer les examens normalisés dans le pays dans lequel il vit ou peut-être d'autres examens normalisés aujourd'hui qui sont de plus en plus internationaux. Donc, je parle notamment du baccalauréat ou du brevet du collège ou du certificat des études primaires qui, je pense, dans pas mal de pays, en tout cas au Maroc, sont aussi ouverts aux candidats libres et donc aux élèves qui se feraient peut-être homeschooler. Alors, je ne vais pas parler de la législation parce que ça diffère et ça peut changer. Je n'ai pas envie d'en faire le sujet de cette vidéo, mais il y a des pays où c'est bien organisé. C'est pas bien organisé, mais euh, c'est prévu par la loi et avec une organisation qui permet à l'État d'avoir un certain suivi avec les enfants donc, qui sont homeschoolés, notamment en France où on déclare à l'académie donc qu'on a un enfant qui est homeschoolé ou qui étudie à la maison. Et puis, on a l'académie qui envoie, qui, en tout cas qui prévoit d'envoyer un inspecteur pour vérifier, étant donné que les études sont obligatoires jusqu'à l'âge de 16 ans. Les études sont aussi obligatoires au Maroc. Le système est différent. Le homeschooling n'est pas prévu par la loi, mais on peut déscolariser un enfant et en tout cas le rescolariser si son niveau le permet à tout moment. Et puis, pareil, il peut passer les examens de manière libre. Alors nous, on a eu une expérience à Learning Coach avec un élève qui a fait du homeschooling et c'était notre première expérience donc d'accompagnement d'un enfant ou d'un élève qui fait le homeschooling, qui est aujourd'hui au bac. On a fait un live avec lui que vous pouvez donc revoir, on mettra un lien dans le descriptif de la vidéo. On a discuté avec lui à peu près 1 heure et demie où il parle de son expérience, de son vécu, de sa vie actuelle en tant que un élève homeschoolé au Maroc, donc précisément à Mohammedia, où il passe cette année donc son bac. Alors bien évidemment, la première chose qu'il va falloir fixer quand on va décider de homeschooler ses enfants, c'est tout d'abord l'organisme avec lequel on va être rattaché ou à laquelle on va inscrire notre enfant afin de bénéficier donc de cours à distance ou de cours à domicile envoyés par l'organisme. Maintenant, bon, avant ça se faisait par envoi postal de livres, etc. Ça se fait toujours, mais la majorité des cours aujourd'hui se passent en ligne. Donc, il y a plusieurs organismes. Je pense qu'au Maroc, on commence à voir quelques organismes qui ne sont pas forcément reconnus par l'État, mais pour les personnes qui voudraient homeschooler leurs enfants, en tout cas dans le monde francophone, il y a le Centre national des études à distance, donc le CNED, qui est un organisme francophone, donc un organisme français reconnu par l'État et qui existe depuis les années 70 et qui est une grande référence
et qui propose aujourd'hui donc des programmes de homeschooling depuis la maternelle, donc depuis, je pense, la petite ou la moyenne section jusqu'au baccalauréat, avec aussi des programmes universitaires post-bac, des DUT, en tout cas des bac+2, bac+3, des maîtrises et même des doctorats, euh, tout ça à distance. Bien évidemment, en France aussi, il y a plusieurs d'autres organismes. Je pense que des fois, c'est des associations, des fois, c'est des entreprises voilà, qui proposent des programmes pour accompagner les élèves avec tutorat ou non. Alors, le CNED ne propose pas de tutorat, c'est-à-dire des enseignants qui pourraient accompagner les élèves euh, en quelque sorte, soit pour faire des cours, soit pour répondre à des questions, soit pour faire des révisions, soit pour faire des préparations aux examens. Donc, le CNED ne propose pas ça. Le CNED propose uniquement des contrôles. C'est des contrôles assez sérieux, assez difficiles à passer, avec aussi des copies à rendre, des évaluations orales et un système des fois de contrôle qui est surveillé, soit par caméra en présence des parents, et donc qui permettent d'évaluer vraiment l'avancement de l'élève. Donc d'autres organismes proposent la même chose, mais avec des plus, donc d'un accompagnement, d'une vérification, des fois pour certains carrément un déplacement ou un regroupement des élèves de manière régulière ou non dans des salles pour pouvoir vraiment suivre avec l'élève. Euh, Au Maroc, on a une tendance que je ne considère pas du homeschooling, mais des élèves qui sont regroupés dans des centres de soutien scolaire et dont les élèves sont inscrits donc au CNED. Mais ça reproduit un petit peu l'école, c'est-à-dire les élèves passent toute la journée dans ces centres-là et voient les profs qui passent. Donc c'est un mixte, mais c'est beaucoup plus de l'école, mais avec un programme d'enseignement à distance. Mais quand on parle de homeschooling, c'est vraiment l'enfant ou l'élève qui reste à la maison et qui poursuit ses études à la maison, donc dans sa chambre, dans sa maison, en suivant un programme. Donc, la première question, c'est de vérifier déjà, parce que bon, on va se poser est-ce que c'est bon ou pas, est-ce qu'il faut faire ou pas. Mais toutes ces questions n'auront pas de sens, ou même si on répond à toutes ces questions, ça n'aura pas de sens si on n'a pas fixé un organisme et qu'on est d'accord sur cet organisme. Alors au Maroc, j'ai pas encore vraiment suivi, vérifié, mais je pense qu'on commence à avoir peut-être un organisme ou deux, j'avais vu passer, qui propose les programmes arabophones. Mais pour le CNED, c'est un programme purement francophone. Et puis, il y a des organismes équivalents en Angleterre, aux États-Unis, donc ils proposent des programmes anglophones. Donc ça, c'est important de vraiment décider si son enfant, son élève va pouvoir suivre un de ces programmes parce que ça va impacter ensuite le type du baccalauréat ou du brevet que l'élève va passer. Ça va conditionner ces examens-là et puis ça va ensuite conditionner donc les études supérieures ou l'issue au niveau des études supérieures. Donc c'est très important de d'abord vérifier quels sont les organismes présents, qu'est-ce qu'ils offrent, euh, comment on peut travailler avec eux, comment ça se passe avant même de décider si on va opter pour le homeschooling ou pas, parce que ça sert à rien. Souvent, la décision de faire du homeschooling, elle est longue, elle comporte des risques, ça c'est sûr. Il faudra bien y réfléchir, peut-être consulter, vérifier, mais tout cela, ça n'aura pas de sens si on arrive finalement à la décision de faire du homeschooling et en fin de compte de pas trouver l'organisme qu'il faudrait, enfin, avec qui on pourrait s'inscrire. Et ça serait un peu dommage parce que du coup, l'élève sera frustré si enfin, il se voit déjà dans cette perspective d'étudier à la maison. Donc ça, c'est d'une. De deux, il faut savoir que le homeschooling, pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus nécessaire, si ce n'est pas imposé à beaucoup de parents et à beaucoup de familles. Donc, pour beaucoup d'élèves, c'est le cas de Camille qu'on avait accompagné, le système scolaire devient très difficile
voire compliqué, voire inadapté. Et pour beaucoup, d'ailleurs, nous, on en voit, nous, enfin, on n'ouvre pas cette porte-là si les parents et les élèves ne l'ont pas ouverte parce que aujourd'hui, de plus en plus d'élèves se plaignent de l'école. On en a parlé dans une vidéo précédente, les élèves qui commencent à ne plus avoir envie d'aller à l'école, qui détestent l'école, qui se voient inadaptés au système scolaire. Ça va être de plus en plus le cas et de plus en plus, on se retrouvera dans une démarche où l'élève il sera amené à étudier à la maison et à devoir donc peut-être passer au homeschooling. C'est pas du tout un mauvais choix. Au contraire, c'est un très bon choix s'il est bien réfléchi, bien construit, bien établi et ça a énormément d'avantages. Je peux parler maintenant de ça parce que j'avais fait des vidéos il y a quelques années sur le homeschooling, mais c'était pour moi assez théorique, donc j'avais arrêté la série parce que je n'avais pas de retour sur expérience. Et puis, c'était juste avant Corona. Et puis, donc, on n'avait pas vraiment en tout cas, à Learning Coach, on n'avait pas encore accompagné d'élèves dans ce sens, donc il était difficile de vraiment avoir un retour sur expérience. Aujourd'hui, on a un retour sur expérience. Comme je vous ai dit dans le live avec Camille, on a vraiment fait le tour de la question. On l'a beaucoup accompagné. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire que, on peut en tout cas parler du homeschooling. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? Alors, pour répondre directement, globalement, c'est un très bon choix. Globalement, c'est un très bon choix parce que ça développe énormément d'autonomie chez l'élève. Ça permet aujourd'hui aux élèves qui ne sont pas adaptés au système scolaire, adaptés dans le sens où ils ont, comme j'en ai parlé dans une vidéo précédente, une maturité, je ne vais pas dire précoce, mais une maturité qui leur permet aujourd'hui de vouloir travailler sur d'autres choses, de vouloir avoir plus de temps pour étudier d'autres choses, faire de la programmation, faire du commerce en ligne, travailler sur des projets, etc. Et du coup, ça, c'est des élèves pour qui le homeschooling il est parfaitement fait. D'autres élèves, peut-être, n'arrivent pas à s'adapter au rythme scolaire ou à la vie scolaire. Ils ont parfaitement des fois raison, parce que des fois, c'est pas de leur faute. Et il y a vraiment de plus en plus d'établissements qui ont des cultures, des façons de gérer l'établissement qui sont tout simplement différentes ou à l'encontre des valeurs enseignées ou transmises par les parents ou des fois les valeurs de ces jeunes-là. Et puis, on a aussi tout simplement des élèves qui ont un rythme d'apprentissage assez accéléré. Et on a aussi de plus en plus des cas comme ça qui, qui ont tout simplement un rythme d'apprentissage qui est beaucoup plus rapide par rapport au rythme scolaire et qui s'ennuient énormément à l'école. Il y a certainement d'autres raisons, mais ça, c'est les principales raisons qui font que le homeschooling est très, très bon. Le homeschooling est mauvais pour les élèves qui ont envie de fuir l'école, qui n'ont peut-être pas encore atteint un certain degré de maturité pour penser à leur vie future, projets, etc. Qui sont peut-être en conflit parentaux, qui ont une certaine instabilité par rapport à leur comportement, en tout cas qui sont dans une perspective de fuir l'école, de fuir tout ce qui concerne l'apprentissage. Donc ça, pour ces élèves-là, c'est pas l'homeschooling qu'il faut, c'est vraiment un travail d'orientation, de refaire recentrer l'élève sur les priorités du moment, sur ses obligations et à l'aider à être beaucoup mieux dans sa peau que de chercher à lui offrir un espace où peut-être les choses vont s'aggraver. Mais pour la majorité des élèves, en tout cas que nous rencontrons, que nous accompagnons, ça peut faire peur à certains parents, mais pour la majorité des élèves que nous rencontrons à Learning Coach, ils ont tous envie d'apprendre, ils ont tous envie d'être autonomes, et, ils ont tous envie de réussir surtout. Et pour beaucoup, on constate que le neurocoaching, enfin, que le homeschooling n'est pas une mauvaise idée. Maintenant, c'est pas encore une fois
adapté à certaines familles, à certains couples, à certains domiciles, à à à certaines organisations familiales, ça, c'est sûr et certain. Mais grosso modo, c'est pas du tout une mauvaise idée de penser et de repenser au homeschooling. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'école, et là je vais euh, vraiment aller un petit peu au fond des choses, il faut savoir que le système d'apprentissage et l'école, avant l'école industrielle ou industrialisée, c'est-à-dire l'école moderne que nous connaissons aujourd'hui, qui a commencé il y a 2 siècles, à peu près 2, 3 siècles, mais 2 siècles, c'est-à-dire on inscrit son enfant dans un établissement, on met les enfants sur des tables, des chaises, et on passe à un tableau et on a un enseignant qui s'occupe de tout leur apprentissage et des parents derrière qui doivent mettre la pression sur l'enfant et sur l'école pour que l'élève apprenne. C'est quelque chose de très récent. Et ça s'est même généralisé beaucoup plus après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, vraiment, ça a moins d'un siècle. Mais avant cela, l'apprentissage ou l'école était soit quelque chose qui était individualisé, c'est-à-dire pour une personne ou pour un élève, pour vraiment les aristocrates, les princes, etc., ou ça a été fait pour de petits groupes. Et même les grandes. Et puis, quand on apprenait aux enfants à lire, à écrire, bon, une bonne partie repartait dans les champs, repartait au travail. Mais ceux terminaient leurs études, c'est-à-dire qui arrivaient un petit peu au stade collège, après l'âge de 13 ans, 14 ans, où tout le monde devrait travailler, donc eux, ils restaient dans les différents mondes. Après, dans le monde entier, dans chaque région, il y avait son système, sa façon de faire. Mais globalement, il n'y avait pas l'école comme on la voit aujourd'hui. Il y avait une école qui était basée tout d'abord sur l'autonomie de l'apprenant, de l'élève et de l'étudiant. C'est-à-dire que l'élève et l'étudiant avaient des livres à étudier. C'est un peu comme les systèmes universitaires anglo-saxons aujourd'hui, plus ou moins. C'est-à-dire que les élèves avaient des livres à étudier. Ils allaient étudier ces livres-là et ils venaient assister à des cours où le prof n'enseignait pas ce qui était dans le livre, mais discutait avec les élèves qui n'avaient pas compris, développer des idées, débattre des choses, aller dans des petits détails, mais le prof n'était pas vraiment prof, il était plus tuteur, qui était là pas pour enseigner, obligé de donner des cours, etc. Ça se faisait pour les enfants, mais une fois on dépassait l'âge de 12, 13 ans, c'est-à-dire on arrivait à l'âge de la puberté, soit l'enfant avait envie de continuer à étudier ou ses conditions permettaient à ce qu'il avance dans ses études. Donc là, c'est lui qui a envie de le faire et donc là, il étudie par lui-même, par un amour du savoir et de la science et des études. Soit donc on arrêtait l'école parce que bon, les prérequis étaient là et donc il était en âge de produire et de procréer aussi, donc d'aller travailler et de construire une famille. Donc, le système était un petit peu proche du homeschooling, c'est-à-dire l'université ou l'école mettait à la disposition des élèves les supports de connaissances et de cours. Et puis quand ils allaient voir le prof, c'était pour vraiment poser des questions et apprendre. Et donc, ils allaient apprendre à leur rythme. Et donc, forcément, c'était un rythme beaucoup plus accéléré parce qu'il n'était pas restreint par l'école, par le système des vacances, par le curriculum de l'école. Donc, c'est pour ça, euh, donc avant l'école moderne, on entend parler dans presque toutes les régions, civilisations, des savants qui écrivaient des livres, qui développaient des théories, qui faisaient des découvertes scientifiques ou qui avaient des postes euh, assez élevés. Déjà à l'âge de 17 ans, de 18 ans, on avait déjà acquis beaucoup de connaissances. Bon, c'est vrai que les connaissances à l'époque et les livres n'étaient pas aussi répandus, mais on avait en tout cas un rythme accéléré, ce qui arrive aussi dans le homeschooling, ce qui est arrivé aussi avec Camille, c'est-à-dire quand on commence à apprendre seul, on apprend très vite
et on apprend beaucoup en très peu de temps parce qu'on s'organisait différemment, on s'organisait son propre rythme biologique, on s'organisait son propre rythme énergétique qui est différent d'un élève à un autre. On a des points communs mais qui restent quand même différents. Et puis, on se faisait évaluer immédiatement après l'acquisition de certaines connaissances. Donc ça, c'est le point fort du homeschooling, c'est-à-dire au CNED. Une fois on maîtrisait quelque chose, on se proposait pour aller passer le contrôle. On n'attend pas ce que l'école elle-même fixe les contrôles. Et puis, on prend des vacances quand on en a envie, quand on en a surtout besoin. Et nous, ce qu'on a constaté avec les élèves du homeschooling, c'est qu'ils ne prennent pas beaucoup de vacances en fin de compte. Ils adorent bosser, s'acharner, terminer. Après, chacun, bien sûr, sa façon de faire. Mais en tout cas, il y a une progression assez rapide. Après, selon les contraintes aussi de chaque élève. Je n'ai pas parlé aussi des élèves qui sont amenés à avoir une carrière sportive ou une spécialisation sportive assez tôt ou qui s'engagent dans des démarches de professionnalisation dans le sport ou même dans d'autres activités. Donc eux aussi, le homeschooling, c'est quelque chose qui leur est pour qui c'est très très bénéfique. Donc en tout cas, donc le homeschooling, c'est pas quelque chose qui est à contre-courant de l'école, mais en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus adapté à l'apprentissage humain. Ce que je trouve dommage avec l'école, c'est que la première chose que l'école fait, c'est qu'elle ôte l'autonomie, ça c'est première chose des élèves, et deuxième chose, elle leur enlève le désir du savoir ou le désir d'apprendre. Je vais reprendre l'exemple de Driss Aberkan dans son livre Développer son cerveau. En fait, et ça c'est un constat, et je le dis souvent à mon équipe à Learning Coach, je leur dis tout être humain adore apprendre. Tout être humain adore apprendre. On a eu quelqu'un donc, qui gardait notre parking à côté de Learning Coach, qui avait souvent des problèmes avec la justice, donc bon, qui des fois se droguait, des fois donc, fumait des choses, etc. Et je leur disais même, pour nous, souvent, on pense que c'est un délinquant qui, par nature, déteste l'école. On a cette image de quelqu'un de délinquant euh, qui est aux antipodes de quelqu'un qui est savant, intellectuel, etc. Donc, c'est vraiment le méchant de la société, on va dire. Et je leur dis même ce monsieur, enfin, on ne voudrait pas qu'il soit dans ces conditions, c'est sûr et certain, mais même à lui, que les élèves étiqueteraient ou l'école étiqueterait comme quelqu'un de raté de l'école, même lui, si on lui proposait de venir assister à un cours, peut-être pour fabriquer une drogue ou pour apprendre comment braquer une banque ou quelque chose comme ça, il prendrait une feuille et un stylo, et il prendra des notes, il sera très attentif, il essaiera d'apprendre. C'est bon de parler de cet exemple, mais c'est juste pour dire, en tout cas pour ma génération qui voyait ce genre de personnes comme quelqu'un qui détesterait l'école, mais en fait, il détesterait l'école, c'est sûr, parce qu'il y a des normes, parce qu'ils n'aiment pas des espaces où ils seraient limités, mais ça ne veut pas dire qu'ils détestent apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde aimerait apprendre. Même si vous allez en prison et vous trouvez des gens enfin, qui ont été violents, par exemple, à l'école, ou si vous dites, voilà, je vous donne un cours sur comment fuir de la prison, bah, ils seront tout oui, ils vont apprendre, réviser, étudier jusqu'au bout la chimie des murs, la mécanique, peut-être je sais pas, des machines qui les surveillent ou des choses comme ça. Donc, on aime tous au fond de nous-mêmes apprendre, mais on aime apprendre ce qui nous intéresse, qui est pour nous utile, ce qu'on aime et surtout ce qu'on sait qu'on va devoir utiliser et en tirer bénéfice après. Alors l'école, malheureusement, elle nous ôte ce désir, cette curiosité d'apprendre. Et donc je reviens à mon exemple de Driss Aberkan dans son livre
développer son cerveau. Il dit en fait que l'apprentissage pour l'être humain, donc c'est ce que je voulais expliquer, c'est comme quelqu'un qui a faim face à un buffet où il y a plusieurs plats, où il y a des plats de l'entrée, des salades de plusieurs types, donc des plats consistants, de résistance, des desserts, etc. Mais souvent, quand on est face à un buffet comme ça, on a très faim. Tout d'abord, on n'a pas envie forcément de tout manger. On n'a pas envie forcément de manger certains plats. Et on a surtout envie de manger d'autres plats. Et on a peut-être envie de commencer par, je sais pas, par les fruits ou par un dessert, ensuite passer à une salade, ensuite au plat de résistance et autres. Quand on sait qu'on a cette possibilité de faire des choix et de manger un petit peu ce qu'on veut, on mangera vraiment beaucoup. Et on sera surtout satisfait et on reviendra à ce buffet à chaque fois qu'on va digérer un petit peu, on va revenir. Mais si quelqu'un nous dit: «Ah non, 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 mais stop, vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit, que si vous y prenez dans l'ordre et vous allez manger la quantité qu'on va vous demander au moment précis». Donc vous allez commencer par tel plat, ensuite celui-ci, ensuite celui-là, ensuite celui-là et à chaque fois vous devez terminer la quantité qui vous sera donnée. Là, même si on a faim, le buffet sera dégoûtant. Dégoûtant, on n'aura pas envie de revenir, on va fuir, on va aller peut-être préférer manger un sandwich qu'on aura fait nous-mêmes, un sandwich au fromage qu'on aura fait nous-mêmes, qu'on aura choisi nous-mêmes, même s'il est moins bon que les plats qui seront sur le buffet. Mais en tout cas, à un moment, sera rapidement gavé et rapidement détestera ce buffet et tout ce qu'il y a au-dessus. Surtout si on passe par des expériences de plats qu'on n'a pas aimés et où on a trop mangé, on a gerbé ou des choses comme ça. Donc, surtout si on nous a mis la pression pour avaler. Et donc, c'est ce qui arrive dans l'apprentissage des enfants à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de connaissances. Des fois, on a envie d'étudier celui-là, on a envie de commencer par ceci. On aimerait d'abord traiter ce sujet. On le voit dans le livre, mais on arrive à ce sujet que lorsqu'on sera gavé, que lorsqu'on aurait eu des problèmes sur des sujets auparavant, on aurait eu de mauvaises notes, on aurait eu appris quelque chose d'inutile pour nous. On n'a pas en tout cas ressenti l'utilité. Et donc, ça tue la curiosité et le désir d'apprendre. Et à mon constat, en tout cas chez ceux qu'on a accompagnés dans le homeschooling et principalement dans Camille, on a retrouvé, enfin, on a trouvé que ce désir d'apprendre revient avec le homeschooling juste parce qu'il y a une liberté d'apprendre, il y a une liberté de planning, il y a une liberté d'horaire. Donc, comme vous allez le voir dans le direct, il a des horaires assez particuliers. Donc, se réveiller à 6 heures ou avant 6 heures et décider d'étudier de 6 heures du matin à 11 heures et finir sa journée à 11 heures du matin ou à midi, avoir toute son après-midi pour soi. Rien que pour ça, on a envie d'étudier, on a envie d'apprendre, on a envie d'avancer, on a envie de faire vite. Quand on sait qu'on peut finir son année au mois d'avril au lieu de mois de juin, quand on sait qu'on peut prendre 2, 3 semaines de vacances quand on en a vraiment envie en adéquation avec ce qu'on a envie de faire pendant ces vacances, c'est juste magnifique. Donc, ça éveille tout de suite le désir d'apprendre. Et puis, quand on traite des sujets, surtout avec les outils qu'on a envie et en les attaquant de différents angles, j'ai envie de travailler sur je vais réviser ou je vais apprendre tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je vais d'abord commencer par un documentaire, peut-être je vais regarder des vidéos, ensuite je vais lire. Donc, diversifier les supports, diversifier la façon d'apprendre sans que je sois obligé d'être face à un prof, où le prof, c'est lui qui doit me dicter le contenu de ma leçon. Pour certains, c'est une bonne approche, pour d'autres, c'est pas du tout le bon moyen d'apprendre. Et à l'école, elle impose à nous tous ce moyen d'apprendre. C'est comme si on nous donnait le même outil pour manger. Alors des fois, on a envie de manger avec une fourchette, avec une cuillère, peut-être avec nos mains, pourquoi pas. Et du coup, euh, et donc ça fait que euh, l'école, malheureusement, elle bloque les élèves par rapport à ces deux facteurs très importants qui sont
le désir d'apprendre et la curiosité et le homeschooling répare, en tout cas, ou débloque les élèves par rapport à ces deux contraintes. Et donc, pour les élèves qui sont sérieux, matures, euh, ils peuvent facilement donc se réapproprier leur apprentissage, se réapproprier les matières, reprendre le désir d'apprendre, se réconcilier avec la curiosité quand ils font donc du homeschooling. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut vraiment un accompagnement. Et ça, je le dis pas pour vendre le coaching scolaire ou notre travail, ce qu'on fait à Learning Coach, mais j'ai vraiment remarqué que pour faire du homeschooling et de le réussir, il faut sortir de tout le paradigme et la façon de réfléchir et la philosophie de l'école. Par exemple, pour le CNED, il propose aux élèves un emploi du temps, une certaine organisation, mais qui est très proche euh, de celle de l'école. Pour beaucoup de parents, ils prennent des profs, des heures sup, ils font des heures sup à leurs enfants pour s'assurer qu'il y a quand même un minimum de scolarité. Mais en fait, ça tue le homeschooling et ça nuit à la démarche. Quand on veut faire du homeschooling, il faut vraiment euh, repenser son organisation selon vraiment son rythme biologique, euh, ses particularités, ses types d'intelligence, son degré d'autonomie. Il faut pousser l'autonomie au maximum. C'est-à-dire, il faut éviter toute intervention d'un prof, à part si c'est très, très, très nécessaire et pour des cas particuliers. Mais sinon, il faut vraiment euh, euh, faire un accompagnement, un coaching qui aide à vraiment s'adapter donc au homeschooling et de s'adapter à soi-même et à son quotidien dans le homeschooling. Donc, oublier les samedis, dimanches qu'on prend à l'école. On peut avoir un dimanche assez chargé pour un homeschooler. On peut travailler assez tard la nuit, tôt le matin, au milieu de la journée. On peut avoir des journées de 4 heures, des journées de 2 heures, des journées de 12 heures. Tout dépend des élèves, de leur façon d'apprendre. On peut travailler une matière par jour, quelques matières par jour, une matière de 3 jours. Tout dépend de l'élève et de comment il est. Et donc, le coaching scolaire, il aide vraiment dans cette partie-là. Voilà, donc si vous souhaitez devenir neurocoach et coach scolaire, vous voulez rejoindre l'équipe Learning Coach, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Nous proposons des opportunités de pratiquer ce métier avec des méthodes et des clients et des élèves et donc développer euh, votre activité de neurocoach et coach scolaire avec Learning Coach. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus. Sinon, je vous dis à très bientôt.